Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, cher ami, pour la présentation. Avant de commencer, je tiens à remercier les responsables de notre société, Dr Hamdoun Hassani, Dr Sahel, Professeur Al-Araqi et tout le monde qui ont fait réussir ce congrès et qui m'ont invité à animer cet atelier. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, ça va être quelque chose de pratique. On ne va pas parler des indications de la cytoponction, on ne va pas parler de ce qui se passe avant, mais beaucoup plus de la manière technique et juste après de la technicité, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire avec les complications qui peuvent être engendrées par la cytoponction. Et après, on va voir aussi d'autres techniques qui peuvent être associées à la cytoponction. S'il vous plaît, ça ne s'affiche pas. Merci. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Donc, l'idée maîtresse au départ, c'est que la cytoponction a bouleversé la prise en charge des nodules thyroïdiens en matière de thyroïdologie interventionnelle. Et ce qui est important de dire, c'est que la cytoponction n'est pas là pour alimenter la curiosité scientifique pour savoir qu'est-ce qui est dedans à l'intérieur de la thyroïde, mais plutôt pour éviter des chirurgies inutiles en matière de nodules thyroïdiens. Pour partir directement en pratique, la première question, quels sont les outils nécessaires pour réussir ma cytoponction? Alors, les outils nécessaires, ça va être ça, le strict minimum, ça va être des gants stériles, adaptés à la taille à vos mains bien sûr, des compresses stériles, des lames d'étalement, des aiguilles de ponction, et on va voir en détail quelle taille on va exiger en ce qui concerne les aiguilles de cytoponction, et parfois on aura besoin même d'une seringue. Il y en a ceux qui l'utilisent, il y en a ceux qui ne l'utilisent pas. Et bien évidemment, vous aurez besoin d'un échographe et d'une sonde linéaire qui est le gold standard en matière d'exploration de la région cervicale, et d'une protège-sonde ou un préservatif de la sonde pour la protéger. La deuxième question, directement après, le choix de l'aiguille, parce qu'on vient de voir le matériel. L'aiguille, c'est la pièce maîtresse en matière d'intervention sur la cytoponction du nodule thyroïdien. Le choix de l'aiguille, à votre avis, c'est quoi le diamètre idéal? C'est quoi le diamètre? 25? 27. Alors, dans la plupart, le plus utilisé, c'est le 27. Mais généralement, ce qui est consensuel, alors dans le consensus de la SFE, c'est sorti entre 23 et 27. Et bien évidemment, nous, au service, on a l'habitude d'utiliser parfois le 25 quand la première est Bethesda 1, et parfois même quand on pratique la première, donc la première rentrée, on va dire, le premier passage avec une aiguille 27 et ça ne ramène rien, on passe à la 25 pour pouvoir ramener quelque chose et l'étaler. La cytoponction évacuatrice est différente de la cytoponction, on va dire, diagnostique. Et celle-là, ça va être, on a vu dans le premier jour de notre série d'évacuation et alcoolisation des kystes thyroïdiens. Et bien évidemment, la référence, c'est la rose, c'est la 18. Et on part de 18 jusqu'au 21 pour évacuer des kystes. Maintenant, quand vous parlez, vous indiquez une cytoponction chez un patient. Alors lui, qu'est-ce qu'il pense? Ça va être une aiguille. Alors comment il pense? Donc si on veut caricaturer les choses, pour le patient c'est ça. C'est à peu près, vous allez massacrer le cou et il te demande, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait saigner? Est-ce que ça nécessite l'anesthésie? Donc il y a beaucoup de questions. Maintenant, on a un autre problème. Nous, quand on fait la cytoponction, il y a le malade qui sort.
Et le patient dans la salle d'attente, lui aussi, il a quand même une idée de ce qui se passe à l'intérieur de la salle d'exploration. Et à l'intérieur de la salle d'exploration, pour lui, c'est comme une chirurgie. Surtout quand il voit une grande compresse et le patient sort avec. Donc, les malades présentent quand même une certaine phobie à cette ponction. Donc, il faut préparer les patients. Il faut les préparer pour pouvoir réussir votre geste, que ce soit le geste de l'exploration ou le geste de l'évacuation. Donc la première des choses, c'est mettre en confiance votre patient et prodiguer une information écrite et orale sur le geste et sur le déroulement, sans trop parler des complications. La durée de geste, ça va être rapide, généralement c'est entre 20 et 30 secondes. Et il faut lui montrer le matériel pour qu'il soit apaisé. Et puis, vous lui dites quand même que le pansement que vous voyez qui est parfois grand, surtout quand vous faites 2 ponctions dans les 2 lobes différents, on va faire un seul pansement pour les 2, ça va donner un grand pansement, et vous lui dites quand même que ça va nécessiter 4 à 6 heures pour l'enlever. Et ça ne nécessite pas l'anesthésie parce que l'aiguille de l'anesthésie est des mêmes mensurations que l'aiguille de l'intervention, donc ce n'est pas la peine de faire entrer l'aiguille 2 fois. Maintenant, le déroulement, qu'est-ce qui se passe? Donc la durée, on en a déjà dit. Je dois régler mon échographe pour pouvoir la réaliser parce que dans la plupart des cas, c'est des cytoponctions, au moins pour les nodules non palpables, c'est exigé. Vous aurez toujours besoin de l'échographe pour réaliser une bonne cytoponction. Alors on ajuste la profondeur, on ajuste la focale, on ajuste la gamme dynamique, on désactive le compound. Et parfois on utilise le Doppler pour voir le trajet de passage, pour éviter surtout les structures veineuses. Et donc pour la profondeur, il faut choisir la profondeur nécessaire pour choisir la longueur, la taille de l'aiguille, parce que nous on utilise surtout 38-40, ce qu'on a disponible sur le marché marocain, mais parfois on en a besoin de ponctionner des nodules profonds à 5-6 cm. Et parfois, quand vous mesurez 4 alors vous figez l'image du nodule que vous allez ponctionner avec la distance nécessaire pour la voir. Et après, vous mesurez la distance en oblique, comme vous avez rentré en cytoponction. Et vous allez voir, si vous avez par exemple de l'entrée vers la fin du nodule, c'est 5 cm, à 4 cm, elle ne va pas faire grand-chose. Elle va juste rentrer et sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter la profondeur et puis même essayer de voir à quelle profondeur se situe votre nodule. La focale, bien évidemment, on regarde la structure à ponctionner et la gamme dynamique, il faut aussi la ranger de façon à bien voir les contours du nodule. C'est surtout baisser la dynamique et désactiver le compound parce qu'il a tendance à lisser les images et à lisser même le type de l'aiguille, il va être aussi lissé, donc c'est pour ça que désactiver le compound est une bonne attitude pour faire une bonne cytoponction. Et le Doppler, comme j'ai dit, surtout la veine jugulaire antérieure, il faut très bien, parfois il y a des patients qu'on la voit déjà sur le plan macroscopique, vous la voyez à l'examen, à l'œil nu, mais parfois elle n'est pas visible, c'est pour ça que parfois on aura besoin de faire, mais attention, quand vous faites checker ces structures vasculaires, surtout ne pas trop appuyer, parce que quand vous appuyez trop, vous n'allez pas voir la structure veineuse parce qu'elle sera collabée. Donc, toujours en matière de déroulement, on va cibler la zone d'intérêt, et surtout, donc, qu'est-ce qu'on va ponctionner? On a un nodule. Si c'est un nodule mixte, on va plutôt ponctionner la partie solide, et surtout la partie la plus suspecte, la partie où se trouvent l'irrégularité du contour, la partie où se trouvent les microcalcifications, la partie la plus hypoéchogène, ça veut dire la plus tissulaire, c'est là où vous devez orienter votre aiguille. Et toujours sous guidage échographique continu pour éviter les complications mineures qu'on va aller voir par la suite. L'éco-guidage obligatoire, alors pour certains nodules palpables, on arrive quand même à faire une cytoponction sans avoir recours à l'échographie. Alors dans notre service, pratiquement toutes les cytoponctions sont réalisées par l'échographe parce qu'on devient plus minutieux déjà pour faire ces mouvements radiaires.
il faut juste être bien guidé par l'échographe. Et donc, dans les recommandations de la SFE 2022, c'est obligatoire quand il s'agit d'atteinte multinodulaire, quand il s'agit de nodules mixtes, chez les patients qui ont un nodule non palpable, quand il n'est pas palpable, ce n'est pas évident de faire une cytoponction comme ça à l'aveugle, trouble de la crase ou en présence d'une adénopathie ou quand vous voulez faire une ponction d'adénopathie. Donc ça va se passer comme ça. Donc ça commence par stériliser votre lieu d'intervention et toujours utiliser des solutions alcooliques neutres sans colorant. Alors surtout pas le bétadine. Vous connaissez certains qui font la cytoponction avec la bétadine? Et on a ceux qui font ça, mais il faut surtout éviter de faire ça parce que vous risquez de colorer vos lames avec de la bétadine et du coup vous allez fausser vos images de cytologie. L'abord, quand vous voulez aborder, on a deux méthodes, soit le petit bore, soit le grand bore. On choisit toujours le petit bore pour garder toujours en visualisation votre type, le type de votre aiguille. Il va être toujours visualisé quand vous utilisez le petit bore. Comme vous voyez sur cette patiente, c'est le petit bore et on va le voir en pratique tout à l'heure. Des mouvements des va-et-vient et des mouvements d'enclouage et surtout par capillarité, surtout ne pas aspirer. Parfois, je dis bien parfois, quand ça ne ramène rien avec la 26, ça ne ramène rien avec la 25, parfois on aura tendance à faire une petite aspiration pour pouvoir avoir des cellules lors du passage. Le nombre de passages, ce qui est recommandé c'est 1 à 3, mais en moyenne on fait 2. En moyenne, on fait 2 passages pour être sûr que vous avez des cellules sur votre ponction. Alors, je vous ai filmé cette intervention. Voilà, donc l'aiguille rentre, c'est surtout c'est un nodule superficiel. Un nodule, on dirait qu'il est ismique, ismo-lobaire gauche. C'est un nodule voilà, qui est ponctionné. Et justement, voilà, donc en matière des mouvements, c'est surtout faire des mouvements radiaires pour pouvoir toucher toutes les parties des nodules pour avoir les cellules. Voilà ce qui se passe en matière de cytoponction. Maintenant, vous avez ponctionné. Qu'est-ce qui se passe après? Je dois étaler mon matériel sur la lame parce que tous ceux qui ont vu la cytoponction sur des poulets, ça s'arrête jusqu'à là. Mais après, vous allez ramener du matériel et il faut l'étaler. Voilà, je le dépose. Généralement, ce qui se fait, on dépose le matériel sur l'extrémité et puis on va avoir une lame d'étalement qui va être posée de 60 à 80 degrés et puis vous aurez l'étalement comme ça, de manière à ne pas écraser, parce que si vous écrasez, vous avez les cellules qui sont détruites, et surtout éviter l'écrasement et éviter le gel. Le gel d'échographie, il doit être supprimé parce que c'est l'ennemi des radiologues. Et je vous passe directement une lame avec du gel d'échographie qui entrave la visualisation des cellules folliculaires et automatiquement la classification de votre cytoponction. Et ça va être classé automatiquement Bethesda 1 parce que vous avez étalé du gel avec des cellules. Ce qui a été recommandé en ce qui concerne le compte-rendu d'anapathe, c'est surtout, il faut remplir un compte-rendu. On a parlé tout à l'heure du compte-rendu de l'écho. Il faut, sur le compte-rendu d'anapathe, quand vous envoyez vos lames, il faut préciser le contexte clinique du patient et il faut préciser aussi les caractéristiques échographiques, de préférence sur un schéma descriptif. Et vous précisez quels sont les nodules que vous avez ponctionnés. J'ai ponctionné N1, j'ai ponctionné N2. Et automatiquement, quand on fait plusieurs ponctions, ça va être des marqueurs qu'on les met sur les lames de cytoponction. On fait un marqueur de N1, N2, N3 pour ne pas perdre vos lames. Parce qu'après, si vous avez une réponse avec un Bethesda 5, la question qui se pose, quel est le nodule que vous avez ponctionné, si vous avez ponctionné plusieurs nodules. C'est pour ça qu'il faut mentionner, et comme ça, le rapport de votre anatomopathologiste va être centré sur vos renseignements.
Les résultats du compte rendu en ce qui concerne les ROCO de 2022, surtout, il faut catégoriser selon Bethesda de 1 à 6 et il faut prononcer quel type de Bethesda. Donc Bethesda, et il faut surtout prononcer le type. Est-ce que c'est un néoplasme folliculaire? Est-ce que c'est indéterminé? Est-ce que c'est bénin? Est-ce que c'est suspect de malignité? Il faut le préciser et après, c'est le numéro qui vient par la suite. Maintenant, tout va bien. La question qui se pose est quelles sont les complications qui accompagnent le geste? On sait tous que c'est un geste facile, anodin. Il existe certaines complications, mais heureusement qu'ils sont rares. Ils sont rares et dans la majorité des cas, ce sont des complications mineures. Alors parmi les précautions pour éviter ces complications, surtout faire une cytoponction éco-guidée, utiliser l'échographe pour faire la cyto, utiliser des aiguilles très fines, à savoir la 27, bon, il y a aussi la 26, limiter le nombre de passages, surtout moins de 2, parce que si vous faites 4, 5, bienvenue les complications, bienvenue les hématomes surtout, et il faut savoir gérer le traitement antithrombotique pour les patients qui en prennent, et on va voir la conduite à tenir. Alors, les complications mineures, la plus fréquente, c'est la douleur post-cytoponction, et c'est généralement des douleurs qui ne dépassent pas 5-6 dixièmes selon l'échelle visuelle analogique, et c'est des douleurs qui disparaissent au maximum après 6 heures. Il existe aussi des malaises vagaux, un risque d'hématome mineur. Au service, on a eu un seul malaise vagal, et directement on choisit une chambre où on peut surélever les jambes pour bien calmer le patient ou la patiente. Les hématomes mineurs, c'est moins de 2%, mais il faut le dire, et parfois c'est transitoire, on a un œdème de la thyroïde qui apparaît directement après la cytoponction, et heureusement que c'est transitoire. Donc les gestes pour éviter l'hématome, surtout gérer les anticoagulants, et on va voir comment. Pour les nodules mixtes, éviter de faire une ponction évacuatrice avant la cytoponction, parce que quand vous allez vers la cytoponction, ça va être sur le vide et automatiquement, bienvenue les saignements. Il faut faire une compression ferme après le geste. C'est un pansement, on va dire, compressif, mais pas le pansement compressif des urgences hémorragiques. Et éviter la cytoponction en phase active de maladie. Parfois, on a des nodules sur un goitre pathologique, sur une maladie de base d'eau, ou parfois des nodules toxiques qui sont suspects par leur caractère. Il faut éviter de faire des cytoponctions en présence d'activité, surtout d'activité de la maladie de base d'eau. Le deuxième, pour éviter la douleur. Comment j'évite la douleur quand je réalise une cytoponction? Le premier réflexe, c'est verticaliser. Alors verticaliser, ça veut dire moins on va dire une distance minimale d'intervention dans votre cyto. Quand vous verticalisez, ça va être le minimum touché par l'aiguille. Le deuxième réflexe, c'est passer rapidement. Passer rapidement, pas brusquement, mais rapidement et sûrement. Le muscle et la capsule, surtout la capsule, c'est les organes douloureux. Et quand vous rentrez, il ne faut pas sortir et rentrer dans la capsule, surtout pour les nodules superficiels. Alors quand vous sortez et vous retraumatisez la capsule, c'est encore plus de douleur. Ça veut dire que vous faites plusieurs endroits de douleur. Ça veut dire que quand je rentre à l'intérieur du nodule, grâce à l'échographe, je reste dedans, je ne sors pas. Jusqu'à avoir fini mon examen et je retire mon aiguille. Le temps de passage doit être réduit, on a dit 20 à 30 secondes, mais parfois ce n'est pas évident. Il peut être prolongé. Et utiliser des aiguilles fines de 27 gauges. Et après, pour gérer le malaise vagal, c'est surtout ce que vous connaissez, mettez le malade en position allongée et surélevez les pieds pour soigner son malaise. Parfois, il y a des complications graves, mais heureusement, ils sont rares. Surtout de nos jours, ils sont devenus très rares. Alors, les complications, c'est les infections, et ça va donner un tableau de thyroïdite aiguë, avec des douleurs, même la fièvre. Et c'est dans les jours qui vont suivre l'intervention de la cytoponction.
La dissémination tumorale. Une vingtaine de cas ont été décrits dans la littérature et sur ces vingtaines de cas, aucun cas n'a été fait par la 27 gauche. Ça veut dire quand vous faites votre cytoponction avec la 27, le risque de dissémination n'existe pas. Et généralement, la plupart des cas qui ont été diagnostiqués, c'est sur des grosses tumeurs et ça va être sur le passage de l'aiguille, des métastases au niveau musculaire ou au niveau cutané. Et surtout en matière de carcinome anaplasique. La troisième complication, c'est les paralysies récurrentielles, c'est rare, c'est transitoire et c'est réversible. Parce que l'aiguille est très fine. Quand vous touchez par exemple un nerf récurrent, généralement c'est passager et c'est pas très traumatisant. C'est pas comme la chirurgie. Et la dernière, c'est l'hématome compressif. Parfois, chez des malades qui prennent des anticoagulants et qu'on a mal géré les anticoagulants, ça arrive ça. C'est pour cela qu'il existe, que je vous invite tous à lire ce papier sur l'intervention, les gestes, la gestion de l'anticoagulation dans la radiologie interventionnelle, dont on est concerné par l'intervention sur la thyroïde, que ce soit pour la cytoponction, l'évacuation, l'alcoolisation et même la thermoablation. Donc c'est surtout gérer les deux risques, le risque de thrombose quand vous arrêtez, le risque hémorragique quand vous laissez votre traitement. Ce qui a été recommandé, si on veut le mettre en pratique, pour les antiagrégants plaquettaires, la référence c'est le cardégique, on n'arrête pas, on baisse la dose, s'il prend 160, on baisse à 75 et on n'arrête pas. On fait cette attitude à J-3 et puis on reprend la dose habituelle après une journée de la cytoponction. Pour les AOD, il y a beaucoup de patients qui prennent des AOD, ils ont l'avantage d'avoir une durée d'action courte, comme les parines de vapeur moléculaire. Et donc vous devez l'arrêter la veille, ça veut dire le soir, et s'il prend une prise le soir. Parfois on arrête seulement celle du matin, le jour de la cytoponction, et on reprend à 6 heures après, pour les AOD. Et pour les antivitamines K, ce qui a été recommandé dans ce papier, c'est surtout arrêter une journée à l'avance. Je pense qu'il faut arrêter plus parce que la durée d'action, c'est en fonction de l'INR. La cytoponction, c'est un geste qui est programmable et je vais vous donner quand même un site à consulter pour chaque intervention et qui va vous aider dans ce sens. Et j'ai fait une simulation d'un patient qui est sous AVK. Pour les parines vapomolégulaires, pareil, comme les AOD. Donc, demandez toujours l'avis du médecin prescripteur pour pouvoir gérer. Si le risque thrombotique est vraiment modéré, on peut arrêter. Et si le risque thrombotique est très élevé, parfois on n'arrête pas. Et on essaye de revoir, est-ce qu'il y a vraiment une indication à cytoponctionner et est-ce qu'il faut prendre en compte le risque thrombotique de la suspension. Voilà le lien pour entrer dans le site. Voilà ce que j'ai eu pour un patient qui a une cardiopathie valvulaire et qui prend des antivitamines K. J'ai mis du Centrum, il prend du Centrum 1 comprimé par jour. Il m'a dit qu'il faut arrêter à J-4 ou J-5 et reprendre le traitement 24 à 48 heures après. Bien sûr, c'est une durée qui est longue pour arrêter et automatiquement, quand vous arrêtez 4-5 jours, de préférence qu'il faut passer aux AOD qui ont une courte demi-vie. Automatiquement, l'interventionnaliste qui fait, ou le thyroïdologue qui fait la cytoponction, il aura besoin de faire des dosages in situ. Quand il trouve des adénopathies suspectes ou quand il trouve un nodule où on suspecte par exemple un nodule parathyroïdien intra-thyroïdien. Donc pour faire cela, vous aurez besoin du sérum salé, que ce soit le grand flacon ou des petits flacons de 5 cc ou de 10 cc, et vous aurez besoin d'un tube sec. La technicité, c'est facile, vous faites la cytoponction habituelle, et après vous faites le rinçage de votre aiguille à l'aide de 1 cc de sérum salé, et surtout, il faut avertir le biologiste dont vous travaillez avec, que ce soit en privé ou en public, il faut l'avertir, et il faut prendre les précautions optimales d'acheminement. Maintenant, faire la TG ou la tyrocalcitonine, les indications pour la adénopathie suspecte, mais surtout pour la SFE 2022, ils n'ont pas précisé la taille, mais surtout pour une taille supracentimétrique, qu'il faut faire un dosage de la TG ou de la tyrocalcitonine
in situ. Pour l'interprétation, le cutoff, c'est généralement quand vous avez plus de 10, c'est positif, et quand vous avez moins de 1, c'est négatif. Entre les deux, refaire ou voir d'autres explorations pour juger est-ce que c'est métastatique ou pas. De la même manière, le cutoff pour la thyrocacistonie, c'est moins 10, mais on n'est pas sûr qu'à partir de 36 pour certains, voire plus de 100, pour être sûr que vous êtes devant une métastase d'un médulaire. Pour la PTH, les indications suspicion d'un adénome parathyroïdien inclus, une discordance entre l'écho et la scintille, suspicion d'un kyste parathyroïdien avec un bilan, dans cette fois-ci le kyste parathyroïdien, vous aurez un bilan phosphocalcique qui est strictement normal, et parfois en indisponibilité de la scintigraphie, on aura besoin parfois de prouver la fonctionnalité parce que vous avez la topographie de l'échographie et vous aurez besoin d'une imagerie de fonction. Si vous n'avez pas la disponibilité, ici on peut discuter l'indication vers une cytoponction, mais surtout il faut l'éviter si vous suspectez un carcinome parathyroïdien. Le cutoff pour la parathyroïde, si vous avez un dosage de la PTH en intranodulaire supérieur au dosage plasmatique, ou voir si vous faites le ratio PTH in situ sur PTH plasmatique supérieur à 2 pour être sûr que vous êtes en intra-adénome parathyroïdien. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la cytoponction est un geste simple. Il faut préparer le patient, lui expliquer le geste, parce que pour lui, il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. Pour lui, c'est une grosse aiguille, pour lui, c'est une chirurgie, c'est un gros geste. Donc, c'est pour ça qu'il faut expliquer, il faut le préparer pour faire réussir votre examen. Il faut, avant de faire une cytoponction, il faut parler d'un circuit qui est codifié entre thyroïdologue, cytologiste, biologiste et même chirurgien pour pouvoir discuter vos résultats par la suite. Parce qu'il ne suffit pas de faire la cytoponction, mais le problème c'est après la cytoponction où vous aurez les résultats pour les discuter. Et à la fin, la cytoponction occupe une grande place dans l'exploration thyroïdienne et l'objectif c'est surtout éviter des chirurgies inutiles et pas la curiosité scientifique, surtout des nodules de 2-4 mm, il faut essayer même 600 ETRAD 5, ce n'est pas la curiosité qui est là, plutôt il faut essayer d'éviter les chirurgies inutiles chez votre patient. Et je vous remercie, et on va passer directement à la pratique. Donc on va passer directement à la pratique. J'ai quelques nodules thyroïdiens que j'ai installés sur un poulet à l'intérieur de sa chair. On va les voir ensemble. On va juste faire un test de classification ETRAS que vous avez fait avec Edouard tout à l'heure. Donc on va vérifier les ETRAS du foie, du cœur et même de certains raisins que j'ai implantés à l'intérieur. Et après on va faire le geste de cytoponction. Donc le matériel, la caméra. Voilà, donc pour le matériel, ce que j'ai ici, bon, j'ai une seringue, j'ai des aiguilles, voilà, des aiguilles de grises, 27 gauges sur 40 mm. Des gants stériles que je ne vais pas utiliser, je vais utiliser plutôt des gants jetables pour ne pas gaspiller. Des compresses qu'on ne va pas l'utiliser parce qu'on ne va pas stériliser. Et voilà. Alors j'ai apporté aussi ceci. Parfois ça nous arrive pour les profonds. Pour y arriver, j'utilise cette 25 gauge, mais elle est faite pour la rachis. Je l'utilise parfois pour les nodules très profonds parce qu'elle est faite de 10 cm. Ça veut dire pour les nodules profonds, on peut utiliser ça. Sauf que la différence, c'est qu'elle est très molle. Donc si vous avez un nodule ETRAD 5 très solide, vous aurez des difficultés à le perforer, surtout quand il est profond. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, j'aurais besoin de gel. Alors, il est où le gel? Qui m'a pris le gel? Celui qui a pris le cartable de Edouard.
Donc, on a un nodule superficiel. Il est classé comment? Vous le classez comment? Alors, non, c'est ce qui est sur le, c'est ce qui est projeté. Quelle classification? Donc, je réduis la profondeur pour voir ce nodule. Voilà. Vous classez comment? 5. Donc, voilà. Donc, je vais prendre le matériel nécessaire. Donc, je prends mes gants. Switch. Je prends l'aiguille. Alors, c'est une aiguille grise. Vous la voyez bien? L'écho. Alors, voilà. Vous avez le nodule devant vous. On va essayer de le ponctionner. Je fais rentrer mon aiguille directement. Voilà, je suis dedans. Et je fais des mouvements radiaires sur le nodule. C'est un nodule facile parce qu'il est superficiel, juste sur la chair. Je fais les mouvements radiaires sur tous les sens. 20 à 30 secondes. Vous comptez. Voilà, c'est fini pour ce nodule-là. On va chercher un autre. Celui-là, le plus profond, c'est un 4. Toujours par le petit bord. Alors pourquoi? Parce que je veux toujours voir l'extrémité de l'aiguille pour voir où je suis et pour limiter les complications et pour être sûr que je suis toujours à l'intérieur du nodule. Parce qu'après, si je perds le bout de l'aiguille, normalement, je ne dois pas interpréter la cytologie parce que je ne sais pas cette cytologie appartient à quel nodule ou à quel tissu. Donc il faut que je sois sûr là où je mets mon aiguille. Alors on peut faire ça. Alors là, le premier, je l'ai fait sans seringue. Le deuxième, je vais faire par la seringue. Je crée un petit peu le vide. Tout à l'heure, j'ai parlé avec Edouard. Il m'a dit que c'est un peu saignant quand on fait avec la seringue. Heureusement, dans notre centre, donc on a les anatomopathologistes qui nous suivent, bon, les cytologistes. Et je fais de la même manière. Voilà. Le petit bord. Et j'essaie d'introduire, faire des mouvements radiaires. Alors surtout, quand je fais ça, je sors de la capsule thyroïdienne et je rentre, je crée de la douleur. Je crée les hémorragies. Alors je reste à l'intérieur du nodule et je me balade avec des mouvements radiaires de va et de vient. Et à la fin, je fais des mouvements, donc louage, pour ramener de liquide. Celui-là, c'est le foie du poulet. Et le premier, c'était plutôt le cœur. Alors, on va chercher... C'est quoi ça? Alors, celui-là, c'est un raisin. C'est un raisin. Ça donne l'impression que c'est un nodule calcifié. Je limite. Alors je peux faire la cytoponction ici, mais je vais faire un lent trajet avant d'y arriver. Alors j'essaie de limiter le trajet. À chaque fois que je limite le trajet, je réduis la douleur, parce que le passage est réduit. D'accord? Et je fais comme ça. Alors je perds l'aiguille à l'intérieur à cause de l'hyperréflexion de la coque. C'est comme un nodule calcifié. Mais vous voyez quand même qu'il y a des liquides qui descendent, c'est un raisin, on est sûr. Le problème, on n'arrive pas à voir les pépins, c'est à cause de cette hyper-réflexion. Alors, le nodule calcifié, c'est ça. Alors ça, c'est de l'os, c'est
En fait, c'est la cuisse. C'est la cuisse et quand on rentre, voilà, c'est dur. Parfois, vous aurez des nodules comme ça, où on essaye de chercher un passage. Parfois, vous aurez un passage, vous pouvez le faire. Et tout à l'heure, quand j'ai demandé à Edouard, il m'a répondu que parfois, il utilise des aiguilles de 18 gauges pour rentrer et pour ramener du matériel quand on n'arrive pas à rentrer dans des nodules qui sont totalement calcifiés. Voilà. Je vous invite tous à venir faire ceci si le temps le permet. Voilà, il ne permet pas. Alors, on peut le faire. Alors, ceux qui veulent le faire, on peut le faire à la pause ou après, à la fin des sessions. On peut le faire. De toutes les manières, je suis disponible.